Voilà, ça enregistre. Super, merci beaucoup. Donc voilà, pour ceux qui sont en train d'arriver sur ce webinaire, donc le premier webinaire organisé par la CICI à Aveyron sur le numérique. Donc nous allons en avoir 11, donc de la semaine 24 cette semaine jusqu'à la semaine 28, donc le 8 juillet même exactement. Si vous pouvez écrire simplement, donc vous cliquez sur converser, va apparaître une zone de texte en bas de votre écran à droite. Et si vous pouvez tout simplement mettre présent, ça nous permettra que comme le webinaire va être enregistré, ça permet de simplement savoir voilà, qui est là par rapport aux personnes qui se sont inscrites tout simplement. Ça nous permettra de voir la typologie des entreprises. Merci beaucoup. On va attendre quelques minutes, hein, Fabien. Oui, oui, oui. Voilà. Là, pour Après, l'instant, il y a 8 participants qui sont déjà là. D'accord. Bon, ce sont des gens qui étaient à l'heure, donc c'est très bien. Ouais, il faudra que je revienne après. Donc là, je vois donc 8, ouais, on est 10 aujourd'hui là. Là, pour l'instant, on est 10 en réunion. Ouais, c'est ça. Après là, la difficulté, c'est que tout à l'heure, j'avais un chef d'entreprise qui m'a appelé. C'était pour le webinaire, mais en réalité, c'est pour le webinaire de demain après-midi. Ah, Voilà. Le fait d'avoir pas mal de webinaires, c'est vrai qu'il faut qu'ils fassent attention à bien gérer leur emploi du temps et par rapport au webinaire proposé. bon, là, il y a pas de nouveaux entrants. Bon, alors, Je te propose qu'on commence. Et ouais, on puis, va commencer. Donc, voilà. bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Ludovic Delavaux. Je suis le référent numérique et RGPD de la CICI Aveyron et je vous remercie de participer à ce premier webinaire, comme je l'indiquais. Donc, nous aurons 11 webinaires jusqu'à donc, 8 juillet, vraiment traitant de nombreux domaines. Et il me semblait important aujourd'hui de traiter du RGPD, parce que d'abord c'est un domaine réglementaire, et surtout qu'aujourd'hui, la majorité des entreprises, ou un grand nombre des entreprises en France, et on le voit par exemple sur les sites Internet, nous ne sommes pas conformes. Hein, les sites Internet aujourd'hui ne sont pas conformes à ce que demande donc, le Règlement général de protection de données. Donc il me semblait un point important de pouvoir travailler là-dessus. C'est Fabien Verdet qui va animer ce webinaire. Je le remercie puisque, bien entendu, tous ces webinaires sont animés par des consultants, donc des gens de métier, et qui interviennent gratuitement sur ces présentations-là. Alors, c'est vrai que d'habitude, on anime ces thématiques du RGPD, puisque c'est aussi un de mes domaines de compétences ensemble. Aujourd'hui, j'essaierai de moins parler parce que c'est vrai qu'en webinaire, ça sera peut-être moins pratique et je laisserai plus la parole à Fabien. Et de toute façon, sachant qu'au mois de septembre, nous aurons aussi d'autres réunions sur ce RGPD. Je voulais simplement dire aux personnes qui nous écoutent et qui nous voient le fait que s'ils sont intéressés pour travailler avec nous sur des ateliers, donc vraiment sur des choses, des points très précis donc du RGPD, ce qui leur permettrait d'avoir après, on va dire, un vécu ou de la matière pour après travailler au sein de leur entreprise, tout simplement qu'ils me le disent, hein, qu'ils prennent contact avec moi. Et à ce moment-là, avec Fabien, on traitera, on créera un webinaire atelier, vraiment quelque chose de très précis. Et après, on pourra travailler. Et c'est les entreprises, les chefs d'entreprise, les gérants auront vraiment de la matière pour après travailler au sein de leur entreprise et commencer vraiment cette procédure de RGPD. J'en dis pas plus, je te laisse la parole, Fabien. Merci à tous. Ok, bonjour à tous. Donc, je suis Fabien Verdet, je suis consultant en technologie de l'information. Donc, j'accompagne les entreprises dans toutes les technologies qui tournent autour de la gestion de l'information. Gestion de l'information qui est vitale. Je suis
DPO, délégué à la protection des données, donc, et j'interviens donc plus précisément chez certaines entreprises pour chapeauter un peu la démarche RGPD. Et je suis membre de la FCDP, qui est l'Association française des correspondants aux données personnelles et qui regroupe une grande majorité des DPO en France. Donc, on va commencer tout de suite en vous posant une petite question. Si vous pouvez être rapide, c'est bien. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du RGPD? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous? Voilà, donc ceux qui veulent prendre la parole peuvent la demander en levant la main. Vous devez avoir un petit bouton lever la main. Sinon, je peux remettre les micros pour ceux qui veulent. Euh, voilà, est-ce que vous avez des choses à dire avant de commencer? A priori, Oui. non? Ah, vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Oui, et bonjour. Donc, Florence, responsable RH, groupe Sécurité Plus Aveyron. Oui, Moi, je viens vers vous puisque forcément que le RGPD, on en a entendu parler et voilà, par rapport à la gestion des données, donc m'occupant de la partie ressources humaines, c'est une partie voilà, sensible. Moi, je viens vers vous aujourd'hui parce que j'ai contacté Monsieur Delaveau la semaine dernière parce que j'ai un problème par rapport à un client qui souhaite changer son système de contrôle d'accès oui, et il souhaite le faire passer nominatif. d'accord, Donc, du coup, je me posais la question par rapport au nom, prénom et à la photo des salariés, quelle était la démarche à effectuer dans le cadre du RGPD, puisqu'aujourd'hui, c'est des données qui sortent de l'entreprise pour l'exploitation, mais d'accord, vers un client et pas vers un organisme social qui est cadré. Voilà. d'accord. Donc, voilà la Euh, question que je me posais. alors, je n'y répondrai pas tout de suite hein, pendant ce webinaire qui va être quand même assez généraliste. Oui. En revanche, Ludovic m'a fait passer votre question par mail. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous rappelle plus précisément pour ce problème-là, parce que ça peut être très simple à gérer, comme ça peut être extrêmement compliqué. Donc, Ah, ça dépend complètement du contexte. d'accord. Non, il n'y a pas de Voilà. souci. Alors, j'espère que ce sera très simple, hein. Oui, Mais moi aussi. voilà. Bon, écoutez, si personne d'autre n'a de questions, alors je vois, je ne sais pas comment les personnes peuvent dire qu'ils ne veulent pas que leurs données soient gardées. D'accord. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le consentement. On va en parler un petit peu. On va en parler un petit peu. Alors, on commence tout de suite. Il y a deux choses essentielles pour comprendre le RGPD. C'est deux notions fondamentales. C'est d'abord, qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel? Et ensuite, qu'est-ce qu'un traitement de données? Donc, on va commencer tout de suite par la définition des données à caractère personnel. Alors là, la définition est assez claire. C'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Le identifiable est très 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 important. Alors en gros, c'est tout ce qui peut permettre directement ou indirectement de lier de l'information à une personne physique. Donc ça peut être, vous avez quelques exemples là sur ce slide, ça peut être une carte vitale avec un numéro sécurité sociale, un NIR. Ça peut être une empreinte digitale, donc tout ce qui est biométrique. Ça peut être une géolocalisation. Ça peut être une carte d'adhérent avec un numéro, un nom, etc. Ça peut être une photo, ça peut être une vidéo, ça peut être un code, par exemple une adresse IP, qui va déterminer un ordinateur particulier, et cet ordinateur peut être l'ordinateur d'une personne particulière. Donc ça, c'est, je dirais, des notions assez directes, en fait, hein. Mais le diable se cachant dans les détails, il y a cette notion d'identifiable. Et en fait, c'est ça qui est un petit peu plus complexe, c'est-à-dire que une donnée quelconque peut ne pas être personnelle,
mais couplée à une autre donnée, elle peut le devenir. Vous avez un exemple en bas du slide. Vous allez sur Internet, vous répondez à un questionnaire anonyme. Donc on ne vous demande ni votre nom, ni votre prénom, rien du tout. Vous répondez au questionnaire. Et puis, eh bien, certaines personnes ont accès aux traces Internet des gens qui se sont connectés sur ce questionnaire, ce qu'on appelle les logs. Dans ces logs, il y a par exemple, et même systématiquement, l'adresse IP du poste qui s'est connecté. Donc, on a d'un côté des informations qui peuvent être relativement intrusives. Hein, questionnaire anonyme, il peut porter sur des... Ça peut être un questionnaire de santé, ça peut être voilà, hein, plein de choses différentes. Et puis d'un autre côté, on a une trace horodatée avec une heure, un jour, etc. Et une adresse IP. Eh bien, il est très facile de remonter au propriétaire de l'adresse IP. Donc en fait, si on a ces deux informations, on est capable d'avoir tout un tas d'informations qui normalement devraient être anonymes et qui ne le sont plus si on a accès au log. Donc la difficulté de la définition de la donnée à caractère personnel, c'est qu'une donnée seule peut ne pas être une donnée à caractère personnel. Mais c'est le contexte dans lequel on va l'exploiter qui peut en faire une donnée à caractère personnel. Voilà, alors des données à caractère personnel, il y en a partout, partout. Donc on verra ça un petit peu plus loin. Vous allez voir dans l'entreprise, c'est pas ce qui manque. Alors, parmi ces données, je vais prendre un petit exemple concret. C'est le cas des adresses email. Une adresse email, ça peut ou pas être une donnée à caractère personnel. Sur la gauche, vous avez des adresses email qui sont des données à caractère personnel. Tout simplement parce qu'on a le nom, prénom de la personne dans l'adresse. Qu'elle soit une adresse d'entreprise ou qu'elle soit une adresse personnelle sur Gmail, etc. Ce sont des données à caractère personnel. Donc si vous avez entendu dire que une adresse d'entreprise n'est pas une donnée à caractère personnel, c'est totalement faux. Totalement faux. C'est-à-dire que dès que vous avez le nom, le prénom ou un indice suffisamment fort pour reconnaître une personne en particulier, il s'agit d'une donnée à caractère personnel. Les deux exemples en dessous sont moins directs. Vous avez simplement les initiales de la personne. Mais si vous avez la liste du personnel, bah, c'est facile de retrouver la personne en question. Et la dernière, le toto12@gmail.com, c'est-à-dire une adresse pseudonymique, c'est aussi une adresse à caractère personnel, tout simplement parce qu'il est très facile de retrouver la personne qui se cache derrière ce toto12. Très très simple. Sur Gmail, en 5 minutes, vous retrouvez la personne. Hein. Donc c'est pas vraiment un pseudonyme en fait. En revanche, à droite, vous avez des exemples d'adresses email qui peuvent ne pas être reconnues comme des adresses, des données personnelles. Une adresse générique du type comptabilité@gmail.com. On ne sait pas si derrière il y a 10 personnes. On ne sait même pas s'il y a une personne derrière. Peut-être que c'est un robot, etc. Donc évidemment le célèbre contact@entreprise.com, hein, que toute entreprise possède. Direction@entreprise.com. Direction, c'est pas une adresse nominative et personnelle. Et autre exemple qu'on retrouve assez souvent, c'est le compta 1 par exemple. Où là c'est une adresse qui est liée au service comptable avec un numéro d'ordre, mais on ne sait pas qui est derrière. Et il peut y avoir plusieurs personnes derrière cette adresse. Voilà, donc vous voyez que déjà la définition de la donnée personnelle, c'est quelque chose qu'il faut manipuler avec précaution. Alors on continue. Deuxième notion, le traitement.
Donc, le traitement de données à caractère personnel, donc DCP. Alors, qu'est-ce qu'un traitement de données? Eh bien, c'est absolument tout ce qu'on peut imaginer faire avec une donnée personnelle. Donc, ça débute avec la collecte, c'est-à-dire le fait de récupérer une donnée. Donc là, la collecte, ça peut être un listing, ça peut être un transfert par mail, ça peut être un téléchargement, ça peut être plein de choses, hein, la collecte. Ça peut être un document papier qu'on a fourni à quelqu'un. Donc la collecte est un traitement. Et vous avez tout ce qu'on peut faire avec des données quelles qu'elles soient. Donc vous avez l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, le stockage, hein, un traitement. L'adaptation, la modification, etc., etc., jusqu'à l'effacement ou la destruction. L'effacement ou la destruction, c'est évidemment un traitement de la donnée. Donc vous voyez que ce qu'on appelle traitement, c'est absolument toutes les actions qu'on peut faire sur une donnée. Absolument toutes. Il n'y a aucune action qui n'est pas comprise, qui n'est pas considérée comme un traitement. Et notamment le stockage. Et ce n'est pas que du traitement informatique. Bien sûr, bien sûr. Et un point très important, ça il faut que tous vous le compreniez, c'est que même si on est sur du document papier, on est sur du traitement. Donc faire très attention aussi, puisque au pire, ou au mieux, on a bien réfléchi à son RGPD, au niveau, on va dire, traitement informatique, mais on n'a pas fait attention aux données qui sont dans nos bureaux, et le bureau est accessible au public, etc., etc. Alors, on va continuer. Alors, où on trouve ces données à caractère personnel dans l'espace de l'entreprise? On les trouve un peu partout et bon, comme on les trouve partout, on essaye de segmenter pour essayer d'organiser les choses. Il y a deux grandes parties. Il y a les données à caractère personnel qui sont liées à des externes, donc les prospects, les clients, les fournisseurs. Donc évidemment, celles-là, on les retrouve dans les CRM, les outils de gestion divers et variés, des outils métiers. On peut les retrouver dans des fichiers de type Excel, Word ou autre. On les retrouve sur des documents papier physiques, hein, que vous avez tous, hein, dans des classeurs, tout ça, voilà. Et ensuite, deuxième grande partie, c'est la partie salarié et postulant à un poste de salarié. Donc là, dans cette partie-là, on va les retrouver évidemment sur les contrats de travail, sur les feuilles de salaire, sur tous les éléments sociaux, sur par exemple la déclaration unique d'embauche. On va les retrouver dans les dossiers d'assurance, de complémentaires. On va les retrouver dans l'historique du salarié, dans les dossiers de formation, les dossiers d'évaluation. On va les retrouver, on peut les retrouver dans des éléments de santé. C'est beaucoup plus rare, mais il peut y en avoir. Et puis tout ce qui est postulation, donc là on va avoir des CV dans lesquels il y a plein de données personnelles, évidemment, c'est l'objectif du CV. Des lettres de motivation, des évaluations d'embauche, etc., etc., etc. Donc tous ces éléments-là contiennent des données personnelles et donc ces éléments doivent être gérés dans le respect de ce qu'on appelle le RGPD, donc le Règlement général pour la protection des données. Alors, qu'est-ce que c'est le RGPD? Le RGPD, alors vous pouvez aussi trouver GDPR, hein, qui est la version anglaise. Donc, le Règlement général sur la protection des données, c'est un règlement européen. Donc, dans le corpus législatif européen, c'est ce qu'il y a de plus haut, de plus contraignant, un règlement. Il s'applique de manière unilatérale à tous les pays faisant partie de l'Europe et il s'impose à tous les pays ne faisant pas partie de l'Europe mais étant amenés à gérer des données personnelles de ressortissants européens. Donc toutes les grandes firmes du monde sont soumises au RGPD. Toutes, il n'y a pas d'exception.
Il s'applique aussi euh, aux institutions, aux institutionnels. Donc par exemple, les mairies, les communautés de communes, les régions, les CCI, les départements, les ministères, absolument tout. Et même, évidemment, à l'Europe, aux institutions européennes, qui d'ailleurs se sont fait déjà redresser une fois par l'équivalent de la CNIL. Donc voilà, il n'y a pas d'exception, en fait. Il n'y a aucune exception. Et troisième structure auquel s'applique le RGPD, ce sont les associations. Dans les associations, il y a énormément de données personnelles. Évidemment, on a la liste des adhérents, on peut avoir, suivant l'activité de l'association, des informations un petit peu plus pointues. Donc évidemment, une association, c'est une structure qui, gérant des données personnelles, doit être soumise au RGPD. Alors, l'objectif du RGPD, c'est de gérer les traitements de données personnelles pour qu'ils respectent un certain nombre de processus de gestion. L'objectif étant de mieux maîtriser la gestion de ces données personnelles de manière à protéger ces données par rapport aux tiers auxquels ils appartiennent. Voilà. Donc, le cas le plus classique, on va dire, le cas le plus évident, c'est par exemple les grands de l'informatique, hein, Google, Apple, Microsoft, qui eux ont des Amazon, qui eux ont des téras et des téraoctets de données personnelles numériques et qui s'en servent pour faire de l'argent. Donc la moindre des choses, c'est que les ayants droit, les personnes concernées par ces données personnelles, soient informées correctement de ce qui va être fait avec leurs données. En France, alors ça c'est un règlement européen, donc en France, il s'applique depuis le 25 mai 2018, et il s'applique partout en Europe depuis le 25 mai 2018, et en France, ça n'était pas obligatoire, mais ça a été fait comme ça. Il y a eu une modification d'une loi qui existait avant, qui s'appelait la loi informatique et liberté, qui a été adaptée au RGPD et qui maintenant s'appelle loi informatique et liberté 2. Voilà. Cette adaptation a été faite fin 2018. Donc nous sommes tous assujettis au respect du RGPD. Il n'y a pas d'exception. Alors, donc ça je l'ai déjà dit, à qui s'adresse le RGPD? À tout le monde, en fait, à toutes les structures. Alors, il y a quelques cas particuliers dans des domaines extrêmement particuliers, mais qui ne vous concernent pas. Alors, pour résumer un peu l'idée du RGPD, donc c'est un règlement, il est donc obligatoire. Il n'y a pas de dérogation. Toute loi antérieure ou postérieure ne saurait être incompatible avec. Ça, c'est très, très important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas opposer une loi locale d'un État au RGPD. Voilà, le RGPD gagnera toujours. Ensuite, il est directement applicable, c'est-à-dire qu'il s'applique depuis sa sortie, le 25 mai 2018, même si il existait des lois un peu contradictoires qui préexistaient en fait depuis avant le RGPD. Donc, il n'y a aucun choix. Voilà, il s'applique. Point. Et dernier point qui est le plus important, de très très loin, l'administré, c'est-à-dire le ressortissant européen, peut s'en prévaloir. C'est-à-dire que aujourd'hui, et ça se fait de plus en plus, n'importe quel ressortissant européen est en mesure et de manière très simple pour protéger ses données personnelles, de porter plainte et d'entamer des actions en se servant du RGPD, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà donc les principaux éléments qui changent en fait depuis la sortie du RGPD.
Alors, le RGPD amène un certain nombre de nouveaux droits pour les ressortissants européens, donc pour nous tous. Je ne vais pas les décrire en détail, il y en a un certain nombre. Je vais simplement les passer en revue rapidement en insistant sur un ou deux parce qu'ils sont vraiment très très importants. D'abord, il y a un principe de transparence, c'est-à-dire que l'utilisation des données personnelles faites par une structure quelconque doit être faite en toute transparence vis-à-vis de l'ayant droit, c'est-à-dire celui qui possède celui dont les données personnelles sont traitées. Ça, c'est très très important et c'est difficilement respectable visiblement, alors que c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire informer les gens de manière claire, dans un langage qu'ils connaissent, qu'ils comprennent, dans leur langue. Donc si parmi vous, il y a des gens qui ont des sites en multilingue, il faut que dans chaque langue, vous ayez les bons petits textes d'information. Et de manière univoque, c'est-à-dire dans une langue qui ne laisse aucun doute sur l'utilisation qui est faite des données. Donc comment dire, les conditions générales qu'on trouve qui sont hyper complexes, qui sont sur 25 pages, etc., eh bien c'est une des causes comment dire, de pénalisation par le RGPD. Sabrina, vous avez levé la main. Alors, oui. Est-ce que vous pouvez mettre votre micro? Oui, excusez-moi. Voilà. Bonjour, j'ai une petite question qui est plus de l'ordre du privé que du professionnel, mais notre numéro de téléphone, c'est un caractère une donnée à caractère personnel. Tout à fait, oui. Oui, pourtant, quand on se fait démarcher à outrance, comme c'est le cas en ce moment, on se fait démarcher très exagérément par toutes ces sociétés d'isolation de ci, de là. Il paraît qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas lutter contre. C'est faux. Alors, bon, c'est un point de détail, mais qui est très très important, parce que moi j'en souffre aussi. Je pense qu'on est beaucoup à en souffrir. En fait, il y a moyen de faire des choses. Simplement, ça n'est pas immédiat. Ça prend du temps. Voilà. Vous ne pouvez pas dire je ne veux plus être appelé par telle société. Parce qu'en fait, ce sont des structures qui utilisent des centaines de numéros différents. Si vous regardez bien, c'est pratiquement jamais le même numéro qui vous appelle. Ouais, j'ai vu, ouais. Des Ouais. fois, c'est un numéro privé. Tout à fait. Et donc, si vous voulez, quand on coupe un de leurs numéros, ils en ont 50 autres utilisables. Ouais. Par contre, vous pouvez porter plainte. Donc, ça, peut-être que le mieux, c'est qu'on en discute à part ou qu'on échange par mail après. Il y a des procédures qui existent. Ne vous attendez pas à ce que ce soit immédiat parce que ça n'est pas immédiat. Mais par contre, c'est efficace. Pour vous donner un exemple, en février, il y a une société qui faisait du démarchage comme ça, qui a été condamnée à 400 000 euros quand même. Hein. Ah oui. Ah oui. Ça rigole pas. Hein. Donc, ce sont des phénomènes qu'on aura du mal à complètement éliminer. Parce que c'est des plateformes qui ne sont pas en Europe, enfin ça peut être très très compliqué à tracer, mais en revanche quand on y arrive, il y a des moyens d'agir. Voilà. D'accord. Mais si vous voulez en savoir plus, oui. Le mieux c'est que vous donniez vos coordonnées peut-être à Ludovic et puis me les transmettra et voilà. D'accord, merci. Alors, on continue. Donc, principe de transparence, c'est hyper important. Droit à l'information, ça veut dire que la finalité de l'utilisation des données doit être fournie à la personne concernée. Vous devez, si vous êtes la personne concernée, vous devez savoir à quoi vont servir vos données.
Si vous êtes la personne qui va utiliser les données, vous devez informer la personne concernée de ce à quoi vont servir ces données. Et de manière stricte. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire je vais les utiliser pour ça, 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 et puis finalement les utiliser pour autre chose. Vous ne pouvez pas dire non plus je vais les utiliser pour ça, 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 et finalement les utiliser que pour une partie des choses. Parce que c'est un engagement que vous avez vis-à-vis de la personne. Donc, et ça s'appelle la finalité, et c'est extrêmement important, et c'est une des premières choses qui est contrôlée par la CNIL. Si vous êtes contrôlé par la CNIL. Voilà, c'est vraiment fondamental. Ensuite, droit d'accès, droit de rectification, droit à l'effacement. Ce sont des droits qui existaient déjà mais qui ont été renforcés, c'est-à-dire que si une entreprise a des données sur vous, vous pouvez très bien demander à visualiser ces données, à être informé, à avoir la visibilité sur la totalité des données que la structure a sur vous. Vous pouvez demander à ce qu'on rectifie certaines données, par exemple, vous déménagez, voilà, vous pouvez leur demander de changer votre adresse, changer votre numéro de téléphone, etc. Et vous avez aussi un droit à l'effacement. Donc le droit à l'effacement, c'est leur demander de supprimer toutes les données qu'ils ont sur vous, absolument toutes. Voilà. Ça existait ça, hein, déjà. Aujourd'hui, le droit à l'effacement, il est fortement, fortement renforcé. Et une structure qui ne gère pas correctement le droit à l'effacement s'expose à des sanctions assez lourdes. Ensuite, le droit à la limitation du traitement, donc ça peut arriver quand même assez fréquemment. C'est dire, voilà, vous m'informez que vous voulez traiter mes données pour telle chose, telle chose, telle chose, mais finalement, il y en a une de ces choses, je ne veux pas que vous utilisiez mes données pour le faire. Donc vous avez le droit de demander ça. La structure, de son côté, l'entreprise qui reçoit cette demande, peut, en fonction du contexte et des cas, dire non, je ne peux pas donner suite à votre demande parce que si je ne fais pas ce traitement, je ne peux pas fournir le service, par exemple. Imaginons, je prends un cas simple, vous êtes en contrat de maintenance sur une chaudière, d'accord? Et vous voulez que l'entreprise oublie votre adresse. Ben, ils ne peuvent pas, parce que vous êtes sous contrat avec eux, donc il faut qu'ils puissent vous envoyer la facture, il faut qu'ils puissent intervenir chez vous, donc ils ont besoin de votre adresse. Donc voilà, c'est un savant mélange, mais ce sont des droits qui sont de vrais droits aujourd'hui, alors qu'avant c'était très compliqué de les appliquer. Le droit à la portabilité, vous devez déjà le connaître, c'est par exemple quand vous changez d'opérateur, le nouvel opérateur récupère vos données de l'ancien opérateur de manière transparente. Vous n'avez pas à refaire 50 dossiers, etc. auprès du nouvel opérateur téléphonique. Ça se fait de manière transparente. C'est ce qu'on appelle le droit à la portabilité, et ce droit à la portabilité, il est généralisé à tous les services. Donc, si vous avez, je prends un cas un petit peu extrême, mais vous avez fait installer une chaudière, vous voulez changer de prestataire pour l'entretien de la chaudière, normalement, de par le RGPD, l'ancien prestataire doit fournir toutes les données au nouveau. Vous n'avez rien à faire. Bon, c'est pas encore tout à fait mis en place tout ça, mais le RGPD impose ça. Hein. Le droit lié à la prise de décision automatique, bon, ça c'est tout ce qui est, je dirais, choix imposé par un système qui n'est pas humain. Donc par exemple, vous faites une demande de crédit à la banque au travers d'un site internet, vous avez une réponse automatique qui vous dit oui ou non. Eh bien, vous pouvez imposer à la banque d'avoir quelqu'un au téléphone, une personne humaine, pour discuter avec elle. Et ils sont obligés de vous contacter. Ensuite, le droit de recours, là, c'est justement ces nouvelles capacités à faire valoir ses droits.
Donc là, droit de recours, maintenant au niveau du RGPD, il y a quand même beaucoup d'éléments qui permettent d'agir. Et notamment en France, au niveau de la CNIL, la possibilité très facilement, au travers du site de la CNIL, de porter plainte, d'avoir des informations complémentaires et d'entamer des démarches. Ça prend 5 minutes, hein. C'est vraiment hyper simple à faire. Alors attention, c'est pas parce que vous avez porté plainte à la CNIL que votre plainte va être reçue, hein. Ça dépend évidemment du contenu de la plainte, hein. Sinon, ce serait un peu tout et n'importe quoi. Mais maintenant, il y a vraiment un outil très très puissant là-dessus. Alors, donc tous ces nouveaux droits, ça impacte évidemment les entreprises. Et pas que les entreprises, hein, les collectivités locales, les institutionnels, les associations, etc. Donc, en fait, en tant qu'entreprise, on va devoir répondre à certaines choses. Alors, on va répondre d'abord, c'est le fondement, il faut assurer une collecte licite, loyale et transparente. Alors, une collecte, ça veut dire qu'on va récupérer des données. Par exemple, sur un site internet où vous aurez un formulaire où on vous demandera votre nom, votre prénom, etc. etc. Donc ça veut dire que au moment où on vous demande ces informations, il faut que vous ayez absolument toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire un choix éclairé. Choix éclairé, ça veut dire que vous savez absolument qui vous demande ces informations, pourquoi on vous les demande, à quoi vont-elles servir derrière, combien de temps elles vont être conservées, par qui elles vont être conservées, etc., 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 avec qui elles seront partagées. Donc toutes ces informations, il faut que l'entreprise les fournisse à la personne qui va leur fournir ces données personnelles. Il faut que ce soit évidemment licite. Donc il y a des cas, il y a des bases légales qu'il faut respecter dans la démarche. On ne traite que les données, on ne traite les données que pour des finalités légitimes. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a 6 bases de légitimité. Donc il faut que votre démarche, elle s'inscrive dans une des 6 bases de légitimité. Je ne vais pas aller plus loin. Bon, ces 6 bases couvrent beaucoup, enfin la plupart des cas, hein, donc voilà. Mais il faut faire attention de bien mettre en évidence quelle est cette légitimité, sur quelle base vous vous appuyez. On ne traite que le nécessaire, c'est-à-dire qu'on ne demande pas tout un flot d'informations qui n'ont aucun intérêt pour le service qu'on va rendre, mais comme on en avait l'habitude avant, dans certains cas, qui vont nous permettre d'avoir des informations supplémentaires, complémentaires sur les clients, par exemple, au cas où. Donc ça, c'est formellement interdit maintenant. Vous ne demandez que ce dont vous avez besoin. Je prends un exemple, une ouverture de compte pour du matériel de construction, par exemple, hein, chez un bricorama ou autre. Vous êtes en train de faire des travaux chez vous, vous ouvrez un compte pour, voilà, parce que vous allez tout prendre chez eux, machin. Et bien sur l'ouverture de compte, on a évidemment le droit de vous demander votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre email. Tout ça, c'est tout à fait, ça peut être légitime. En revanche, on n'a pas le droit de vous demander votre situation maritale. Parce que ça n'a aucun rapport avec le service. On n'a pas le droit de vous demander votre nombre d'enfants. Parce que ça n'a aucun rapport avec le service. Le fait qu'ils sachent que vous ayez 0, 1, 2, 3 enfants, ça ne change rien au fait qu'ils vont vous fournir du plâtre ou une prunelle. Donc ils n'ont pas le droit de le demander. C'est injustifiable. Donc ne traitez que le nécessaire. C'est vrai aussi pour l'existant. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans vos entreprises, dans nos entreprises, on a un historique. Cet historique, il est venu avant le RGPD. Donc, charge à nous de faire le tri et de détruire ce qui n'a pas de raison d'être. Et en faisant ça, en plus, la plupart du temps, on se simplifie la vie, on gagne de la place, on a moins d'archives qui servent à rien. Voilà. Donc ça peut être positif pour l'entreprise de faire ça.
quand j'interviens, enfin, je suis intervenu chez un client à Millau, par exemple, euh, il avait des archives qui dataient de 82. Quel intérêt de garder des archives qui datent de 82? Les clients, soit ils sont décédés, soit ils ont déménagé, soit... Enfin, bon, ça n'a aucun sens de garder ça. Et ça lui prenait une place incroyable. Et en fait, il a supprimé ses archives, il a fait le tri, il a gardé que ce qu'il devait garder. Il a libéré de la place et il a créé 2 bureaux à la place des archives. Alors qu'il se plaignait de ne plus avoir de place. Donc vous voyez, après, c'est vraiment un moyen aussi de réfléchir à nos habitudes de travail et peut-être les modifier pour être plus efficaces. S'assurer que les données sont exactes. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que quand vous avez un client, par exemple, que vous n'avez plus contacté depuis 2 ans, vous voulez le recontacter, la première des choses à faire avec ce client, si vous l'avez au téléphone ou si vous le contactez par email ou autre, c'est de lui proposer de remettre à jour ses coordonnées pour être sûr d'avoir les bonnes, pour ne pas envoyer un courrier à une adresse où il n'habite plus et qui sera reçu par une autre personne. Voilà. S'appuyer sur les durées de conservation légales. Il y a tout un tas, pour tous les documents, je dirais, officiels, ou disons contractuels, il y a tout un tas de durées qui existent, qui sont données par la loi. Donc en fait, vous devez définir, en respectant la loi, vous devez définir la durée de conservation de toutes ces données personnelles. Cette durée de conservation, elle doit être la personne concernée, dont vous avez les données personnelles, doit en être informée. Par exemple, je prends le cas d'un salarié, vous devez conserver les feuilles de salaire le temps du contrat du salarié dans votre entreprise. Lorsqu'il sort de l'entreprise, vous n'avez plus obligation à conserver ces feuilles de salaire, puisqu'il ne fait plus partie de l'entreprise. Vous pouvez très bien lui proposer, eh bien écoute, nous on te propose de garder tes feuilles de salaire jusqu'à ce que tu prennes ta retraite. Voilà. Comme ça, si jamais tu as un pépin chez toi, ici il y aura un double, voilà, tu pourras refaire facilement les documents. C'est ce que font beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Et même pas pour ça, ils le font parce qu'ils gardent les archives des feuilles de salaire de tous leurs salariés depuis 50 ans. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut demander le consentement du salarié. Sinon, vous êtes tenu de respecter la loi et donc de supprimer les feuilles de salaire au bout d'un certain temps. Vous n'avez pas le droit de les conserver. Donc voilà, il y a tout un tas de petits détails de ce type-là qui sont très très importants. C'est pas un gros boulot, c'est vraiment pas un gros boulot, c'est simplement des process à mettre en œuvre. C'est vraiment simple. Vous dites, ben voilà, les feuilles de salaire, on les garde tant de temps, les contrats, on les garde tant de temps. Et puis chaque année, on fait un tour et tout ce qui a dépassé la durée, on supprime. Protéger les données, bon, je ne vous fais pas un dessin, évidemment, il faut protéger les données. Alors, protéger les données, on pense informatique, c'est vrai. Mais ce n'est pas que l'informatique, c'est aussi le papier. Il y a énormément de données papier. Donc, pensez aussi à protéger les documents papier. Du feu, du dégât des eaux, des nuisibles, etc., etc. Voilà donc les éléments qu'amène le RGPD en termes d'obligation, en fait, pour les entreprises. Alors, concrètement, ce sont des démarches qui se font dans le temps, ça ne va pas se faire d'un coup comme ça. Donc il faut mettre en place une démarche et la CNIL, qui est la structure qui est chargée de faire appliquer le RGPD en France, la CNIL propose une démarche qui est très bien faite, qui s'appuie sur 6 points et qui est un système, je dirais, d'amélioration continue, comme un système qualité un petit peu.
D'abord, il faut désigner un pilote. Il faut qu'il y ait une personne dans l'entreprise, qui soit responsable. Voilà. Responsable, ça ne veut pas dire coupable. Ça ne veut pas dire que s'il y a un problème, c'est lui qui va tout prendre, hein. Responsable, ça veut dire qu'il va centraliser la démarche, qu'il va organiser la démarche. Ensuite, première grande étape, il faut cartographier les traitements, les données personnelles. Donc, il faut savoir où sont les données et quels sont les traitements qu'on applique dessus dans l'entreprise. Voilà. Ensuite, on va en tirer un certain nombre de points critiques et on va déterminer des risques. Donc ces risques, on va essayer de les classer par gravité et on va essayer de traiter les plus sensibles en premier. Voilà. Donc là, on va faire ce qu'on appelle un plan d'action. On va faire la liste des risques, la liste des actions à mener, et puis petit à petit, on va effectuer ces actions. On va ensuite organiser les processus internes, parce que quand on fait ce genre de démarche, il y a des choses qui vont changer dans les processus, ce qui est normal. Donc on va essayer d'optimiser tout ça. Alors ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'on regarde l'entreprise de manière un petit peu décalée par rapport à la façon qu'on a de la voir d'habitude. Et il y a plein de points qui ressortent auxquels on ne pense pas quand on a la tête dans le guidon. Et en fait, qui vont là être extrêmement visibles et ça va nous permettre d'améliorer les choses. L'idée, c'est d'améliorer les choses. C'est pas de complexifier les choses. C'est de les simplifier au contraire. Et bien sûr, il faut documenter parce que en cas de contrôle, la première chose qu'on va vous demander, c'est des documents. Voilà. Donc ces documents, ils ne sont pas très très compliqués, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on n'aura pas le temps. Mais voilà, ce sont des choses qu'il faut mettre en place. Donc c'est un système, c'est une démarche d'amélioration continue. Fabien, peut-être Oui, un point à dire par rapport à vas-y, ça, vas-y. c'est que véritablement, à aujourd'hui, avec le RGPD, on a changé de modèle, ce qu'on pourrait appeler de force de la preuve, de la force probante de la preuve. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'État ou les différents organismes qui sont autonomes ou pas, mais qui ont une autorité, ils vont venir chez vous et pour vous sanctionner ou pour faire un contrôle, ils constatent une infraction. Et voilà, et parce qu'ils ont contesté une infraction, ils sanctionnent. Alors qu'avec le RGPD, c'est totalement différent. La CNIL, donc comme l'a dit Fabien, qui est un organisme autonome, va venir au sein de votre entreprise pour différentes raisons, parce que tout simplement, il y a une personne qui ne vous a pas bien aimé, entre guillemets, qui a porté plainte, etc., etc., ou parce que les petits robots de la CNIL ont regardé vos sites internet et ont découvert que c'était pas très bon, pas très conforme. Et la CNIL va arriver et va vous dire, écoutez, démontrez-moi que vous, entreprise, vous êtes conforme à la réglementation RGPD. Et vous voyez que donc ce qu'on appelle le renversement de la charge de la preuve est totalement différent. On va dire que on pourrait dire qu'on est sur un peu du droit anglo-saxon et non pas du droit continental comme nous on le connaît aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ce que disait Fabien à l'instant est très important. C'est toute la documentation, tous les process, les protocoles que vous avez mis en interne sont très très importants pour démontrer à la CNIL, oui, on a fait ça. Voilà, ça c'est pour moi important. Oui, c'est exactement ça en fait. Il y a un changement de paradigme en fait au niveau législatif. On passe d'un modèle français qui est un modèle déclaratif. On aime bien les déclarations en France. À un modèle plus anglo-saxon qui est un modèle de responsabilisation. C'est-à-dire on ne vous demande rien, vous faites comme vous voulez. Par contre, si vous avez un problème, on va vous demander de montrer les choses. Et si vous ne les montrez pas, ça ne se passe pas bien. Alors, pour finir, un petit point rapide sur la crise du Covid-19 qu'on a traversée et j'espère dont on est en train de sortir. Il y a eu beaucoup de changements, notamment au niveau du fonctionnement des entreprises. Donc, quelques points rapides, précis sur ce qu'on est en train de vivre. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui le vivent. Alors, au niveau du télétravail, donc en interne dans l'entreprise, au niveau du télétravail, le risque principal du télétravail, c'est un mélange entre les données personnelles du salarié et les données de l'entreprise. Tout simplement parce qu'il est chez lui, il est sur son ordinateur en général, et son ordinateur, il le gère un peu comme il veut.
Donc, là, il y a vraiment de la pédagogie à mettre en œuvre. Il y a aussi un peu de technique, mais c'est vraiment très très important d'alerter, de sensibiliser les salariés là-dessus. Très 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 important parce que le salarié en télétravail, ça peut être une porte d'entrée pour des choses qui ne sont pas très sympas. Alors bien sûr, il faut sécuriser les postes des salariés, hein, les accès distants, antivirus, firewall, VPN, etc. etc. Important aussi au niveau des entreprises, si vos salariés ont accès à des serveurs internes de l'entreprise en télétravail, il est très très important de faire ce qu'on appelle une journalisation, c'est-à-dire de tracer tous les accès au serveur. Vous n'avez pas le droit de mettre en place, c'est la phrase qui est en dessous, des outils d'audit, de traçage, d'espionnage sur les postes des salariés chez eux. C'est formellement interdit, ça. Vous n'avez pas le droit de le faire. En revanche, vous avez le droit de mettre en place des outils de traçage sur les serveurs pour savoir qui rentre sur le serveur. Ça, vous avez totalement le droit de le faire et c'est même fortement conseillé parce que si un jour vous avez un souci, vous aurez des traces pour savoir ce qui s'est passé. Et puis, bien sûr, c'est le moment de mettre en place une charte d'utilisation du télétravail, hein. Je veux dire, là, c'est le meilleur moment pour le faire. Ensuite, toujours en interne, alors là, on parle de données sensibles qui sont les données de santé. Alors là, j'ai vu beaucoup de choses et beaucoup de choses qui sont pas acceptables. D'abord, un rappel, et ça n'a aucun rapport avec le RGPD, l'employeur n'est pas censé connaître les détails d'une pathologie d'un de ses salariés. Ça fait partie du droit du travail. Donc, si vous avez un problème, si vous avez un doute, si vous avez un questionnement, contactez la médecine du travail. La médecine du travail, elle peut agir. Vous ne pouvez pas agir. Ensuite, c'est le pendant de la chose. Un salarié doit mettre en œuvre tous les moyens pour protéger la santé d'autrui et la sienne. Donc un salarié qui est malade et qui vient quand même au travail, non seulement il fait prendre un risque, il prend un risque lui, il fait prendre un risque aux autres, mais en plus, il est hors la loi. Il n'a pas le droit de le faire. Donc c'est vraiment très important, là aussi, de rappeler ça aux salariés, de les sensibiliser à leurs responsabilités. C'est très très important. Donc en cas de suspicion d'infection, de contact avec une personne infectée, il doit prévenir son employeur. Il doit le faire. C'est une obligation légale. Ensuite, tout relevé systématique de données de santé salariés, visiteurs, etc., avec stockage ou transmission à un tiers est totalement interdit. Donc, si vous avez le droit de prendre la température à l'entrée de votre entreprise, mais vous n'avez pas le droit de la noter, de la stocker ou de la transmettre. Vous pouvez constater une température élevée, par exemple, quelqu'un qui arrive, qui a 39, et là, s'il a 39, vous pouvez lui dire, tu ne rentres pas, va voir un docteur. Et en même temps, de votre côté, appelez la médecine du travail. Mais vous n'avez pas le droit de noter, ne serait-ce que noter sur un cahier, le nom de la personne avec le jour et la température constatée. C'est totalement interdit de faire ça. Et bien sûr, ça va de soi, la mise en place de questionnaires de santé salariés, et ça je l'ai vu, la mise en place de questionnaires de santé salariés est interdite, notamment pour prévenir, je dirais, les terrains un petit peu sensibles pour le Covid, l'obésité, l'asthme, ce genre de choses. Certaines entreprises ont mis en place des questionnaires de santé auprès de leurs salariés. Ils risquent très très gros, très très gros. C'est formellement interdit par la loi. Ensuite, en externe, eh bien, alors l'externe, c'est essentiellement la communication auprès de vos clients, de vos partenaires, etc.
D'abord, un petit rappel sur les fichiers achetés, les fichiers contacts, prospects achetés. Euh, Méfiance, parce que la plupart de ces fichiers achetés, proposés à la vente, ne sont pas conformes au RGPD. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le consentement des personnes nécessaire à la conformité. Donc attention, vous risquez d'acheter un fichier et d'être pénalisé derrière lourdement. Ensuite, petit conseil dans l'éventuelle communication au niveau du Covid, etc. Faites attention au contenu de vos emailing parce que notamment le terme Covid-19 est de plus en plus mis en spam. Donc en fait, si vous mettez en titre Covid-19, notre entreprise s'adapte, bien vous avez une chance sur deux pour que la personne auquel vous l'envoyez ne le reçoive jamais. Utiliser des outils RGPD compatibles pour tout ce qui est emailing, bien sûr. Hein. L'emailing est fortement impacté par le RGPD, donc il y a des règles à suivre. Utiliser des outils qui montrent qu'ils sont conformes. Hein. Puis profitez-en pour assainir les listes de prospects, c'est le bon moment. Voilà. Alors, pour finir, où trouver l'information et par qui se faire aider? Alors, l'information, c'est pas compliqué. Alors, pour tout ce qui est RGPD, gestion des données personnelles, il y a un seul site, c'est le site de la CNIL, où vraiment vous avez une profusion d'informations. Alors, de temps en temps, c'est pas forcément facile à trouver, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais au moins sur le site de la CNIL, vous avez tout, et tout ce qui est sur le site de la CNIL est RGPD conforme. Voilà. Donc vous n'avez aucun souci là-dessus. Et puis un deuxième site, ça c'est plus sur la partie sécurité informatique, c'est le site cybermalveillance.gouv.fr qui est très très bien fait, qui est assez simple et qui traite de beaucoup d'informations, de beaucoup de problèmes de sécurité. Et notamment, je reviens vers vous Sabrina, il y a une partie sur le démarchage téléphonique, SMS, mail, etc. Donc vous pouvez vous référer à ce site-là. Et vos contacts, ben, évidemment, il y a les consultants spécialisés comme moi-même, hein, je suis là pour ça. Élément très important dans le RGPD, c'est l'avocat et le conseil juridique, parce que c'est évidemment une grosse partie de juridique, grosse partie de juridique. Vos prestataires d'informatique, évidemment, hein, puisqu'ils sont là pour mettre en place les outils qui vont vous permettre de mieux gérer la conformité RGPD. Et puis un dernier auquel on pense pas souvent, les assureurs, parce que les assureurs proposent des solutions maintenant, notamment au niveau cybersécurité, de couverture de risques, hein, qui sont assez bien faites, qui sont pas très très chères, qui sont assez bien faites et qui sont un plus dans le cadre de la mise en conformité, puisque ce qu'on vous demande dans la mise en conformité, c'est de tout mettre en œuvre pour protéger les données qui vous sont confiées. Et parmi la protection des données, c'est notamment le fait de les restaurer en cas de problème. Et l'assureur, il peut vous fournir les moyens de le faire. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, on en est aux questions-réponses. Merci à toi, Fabien. Voilà, donc, comme il vient de l'indiquer, pour ceux qui auraient des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on doit avoir encore quelques minutes avant que le webinaire, entre guillemets, s'arrête tout simplement. Je pense que c'est un point important. Allez-y. Moi, j'ai une question. Oui. Je me suis notée. Comment on peut savoir de quelle structure vient la fuite de nos données? C'est très compliqué. Soyons clairs, la plupart du temps, on ne peut pas le savoir. Parce que vous êtes surtout dans le domaine du numérique. Vos données, elles vont passer peut-être par 50 serveurs avant d'être utilisées, hein. Donc c'est très très difficile de le tracer. Par contre, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui peuvent vous permettre de faire des recherches.
D'abord le type de données, peut-être que ces données sont assez particulières et vous ne les avez pas fournies à grand monde. Donc ça, c'est la Mhm. première des choses. Deuxièmement, le format des données, c'est-à-dire tout le format, le contenu des données. Si vous avez un ensemble de données que vous n'avez fourni qu'à une seule personne d'un coup, si vous voulez, bah, il y a de fortes chances pour que si c'est l'ensemble des données qui ressort quelque part, il y a de fortes chances pour que ça vienne de cette personne-là. Après, le responsable, le responsable, c'est celui qui utilise les données. Donc, peu importe la fuite, celui qui utilise les données est responsable. D'accord. Donc, si vous devez porter plainte un jour, vous Mhm. portez plainte contre celui qui a utilisé vos données sans votre permission. D'accord. Voilà. Après, la Ils fuite, sont vous nombreux. savez. Ah ben oui, Ils j'imagine, sont oui. nombreux. Mais Après, au sein après, des entreprises, oui, vas-y, vas-y. après, je disais, ouais, aussi, au sein des entreprises, c'est aussi un peu la limite avec la cybersécurité. Et là, on aura des webinaires par rapport à ça. Et donc, c'est vrai que le RGPD et la cybersécurité sont relativement proches. On ne peut pas dire ils ont des liens très, très étroits. Il faut absolument que chacun des salariés, des collaborateurs au sein d'une entreprise ait un identifiant, un mot de passe. Ça, personnel. Ça, c'est obligatoire. Ça permet là aussi d'avoir les informations. Comme tout à l'heure, Fabien disait qu'il y a des remontées d'informations dans les serveurs. Là, on sait que telle personne s'est connectée à tel serveur. Il y a un identifiant et un mot de passe. Ça veut dire, et c'est pas facile, je le reconnais sincèrement dans nos entreprises. Et quand je dis ça, attention, je ne parle pas forcément de multinationales. On peut avoir 3-4 personnes, 10, 15. L'idéal, c'est pas idéal. En principe, on devrait chacun avoir un identifiant et un mot de passe et ne pas, entre guillemets, le donner à notre collègue parce qu'il faut faire telle chose et qu'on n'a pas le temps. Vas-y avec mon mot de passe, etc. En principe, c'est pas bon parce que derrière, il y a des répercussions. Et quand on disait tout à l'heure, Fabien disait la charte informatique, elle est très importante. La charte informatique va permettre de tout négocier cela, enfin négocier, de tout, on va dire, valider toutes les process par rapport à ça, qui sont aussi des process de RGPD, puisque en principe, dans les entreprises où il y a quelques collaborateurs, on doit aussi informer l'ensemble des collaborateurs sur ces notions du RGPD. Alors ensuite, d'autres questions. Mettez vos micros et... Alors, bonjour Lionel, Société Claudio et Manaville. J'ai deux questions qui concernent plus précisément les salariés. Vous Oui. avez parlé au début des adresses e-mail des salariés. Comment nous on a des adresses e-mail avec donc l'initiale du prénom, le nom du salarié, arrobase, donc le nom de la société. Qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger en fait? Vous avez dit que c'était des données personnelles. Donc ça Oui. veut dire quoi? Qu'il ne faut plus les utiliser? Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Ce sont des données personnelles. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'il s'agit de données personnelles qu'on ne peut pas les utiliser, hein. Au contraire, il n'y a aucun souci pour les utiliser. Simplement, c'est la manière de les utiliser qui va être différente et la manière de les protéger. Je prends un exemple. Vous avez un salarié qui a un email avec son nom, son prénom dans l'email sur le domaine de l'entreprise. Et puis, ce salarié, il reçoit des spams. Ça veut dire que son email a été utilisé de manière, on va dire, incorrecte à un moment donné et que cet email est passé dans des, des serveurs qui sont ensuite, enfin des fichiers qui sont ensuite revendus, etc. Et qui sont utilisés pour envoyer des spams divers et variés. Donc là, la responsabilité sur cette donnée personnelle, ça peut être le salarié lui-même qui a fait n'importe quoi avec ces données. C'est-à-dire il a mis son adresse professionnelle sur des sites pour des besoins personnels, par exemple. Ça peut être l'adresse email qui a été envoyée à un tiers, ce tiers-là ayant fourni d'une manière ou d'une autre, volontairement ou involontairement, l'adresse email à une structure qui ensuite l'utilise mal. Donc c'est très très compliqué en fait de gérer ça.
Donc, il y a quelques règles de base qu'il faut, comment dire, qu'il faut respecter. Ça passe, petit 1, par la sensibilisation des utilisateurs, donc des salariés, à ne pas utiliser à tort et à travers les données personnelles, leurs données personnelles. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, ça passe par un certain nombre d'outils de sécurisation sur les mails, bon, qui doivent être bien gérés, hein. Après, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend de beaucoup de choses, hein. Donc, ce sont des outils qu'il faut adapter aux besoins, si vous voulez. Mais il existe des outils qui protègent quand même en grande partie pour ce genre de problème, quoi. Donc, le principal risque, c'est le mauvais usage de ces adresses email Ouais. par les salariés. Donc, Ouais. ça veut dire que, est-ce que nous avons le droit, pour nous protéger, nous, en tant que chef d'entreprise, de faire signer à chaque salarié une notice dans laquelle on l'informe des précautions à prendre pour l'usage de son adresse email, de son mot de passe et de son IP, par exemple? Ça, c'est légal et ça permet, face à la CNIL, de dire on a mis en place quelque chose. Ah, mais c'est plus que légal, c'est même fortement recommandé, ça s'appelle une charte informatique. Ok. Voilà. Et donc ça, c'est un document qui doit être le plus, comment dire, le plus exhaustif possible, évidemment, hein, pour prévoir un peu tous les cas. Il y a des exemples qui existent, hein, qui sont préconçus et on n'a qu'à adapter aux besoins de l'entreprise. Donc ça, par exemple, c'est une démarche sur laquelle j'accompagne les entreprises pour mettre en place ce genre de choses. Attention, une charte informatique, ça ne se fait pas de manière unilatérale. Ok. Il doit y avoir une discussion avec les salariés, une explication et une adhésion des salariés. Parce que de toute manière, si vous n'avez pas l'adhésion des salariés, petit 1, ça ne fonctionnera pas. Et petit 2, le risque, c'est le conflit derrière. Voilà. Il faut bien faire les choses. Et c'est la Ma même deuxième chose pour question, donc, et après je vous laisse conclure, par rapport à cette charte informatique, et je pense que, comme tout chef d'entreprise un petit peu qui utilise les réseaux sociaux, etc., pour montrer à ses clients donc, nos prestations, qu'est-ce qu'on fait des photos qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont utilisées donc, pour montrer nos chantiers, sur lesquels apparaissent des salariés actuels, des anciens salariés à qui, bon, à l'époque, nous avions fait signer sur le contrat de travail une autorisation de informatique, charte, etc., mais qui date quand même, on est là depuis 1997, donc c'est des contrats. Voilà, des choses on a des salariés qui sont présents sur nos réseaux qui ne sont plus là depuis 5-6 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on est obligé de tout reprendre et de tout effacer? Alors, vous touchez un des points les plus compliqués qui soient, puisque vous avez un mélange de RGPD, de droit du travail, de droit à l'image et de droit d'auteur. Donc voilà, vous avez 4 législations différentes dans ce truc-là. Donc RGPD parce que, évidemment, une photo, c'est une donnée personnelle. Droit du travail parce que ça s'est fait dans le cadre du travail. Droit à l'image parce qu'il s'agit de l'image de personnes et donc en France on a ce qu'on appelle le droit à l'image qui n'existe pas dans tous les pays mais qui protège l'image des gens. Ça n'est pas dans le RGPD, hein, c'est un droit à côté. Et ensuite le droit d'auteur qui est le droit de la personne qui est un droit inaliénable, qui est le droit de la personne qui a pris la photo. Vous voyez que c'est compliqué. Alors, moi, ce que je vous conseille, après, il faudrait préciser les choses, hein, je dis ça comme ça, mais je ne connais pas le contexte, tout ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est pour les salariés qui sont dans l'entreprise, intégrer une clause dans le contrat de travail, par exemple, mais ça peut être mis dans une charte, on peut élargir la charte informatique et l'inclure dedans, demandant le consentement du salarié pour éventuellement être pris en photo sur des chantiers, etc. Mais dans tous les cas, il s'agit d'un consentement. C'est-à-dire que le salarié peut tout à fait refuser. Vous ne pouvez pas lui obliger. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose que vous pouvez faire pour les salariés qui ne sont plus dans l'entreprise. Moi, ce que je vous conseille, pour simplifier les choses, c'est essayer d'éliminer le maximum
l'utilisation des photos de salariés qui ne sont plus dans l'entreprise. Ok, Voilà. Après, ça va dépendre des cas. Vous pouvez flouter, il y a des moyens de le faire, hein, mais voilà, dès que le salarié n'est plus dans l'entreprise, il est hors cadre d'accord interne, et donc vous n'avez plus aucune prise sur sa réaction. Il peut faire ce qu'il veut. Et très si vous bien. le quittez en pas très bon terme, par exemple, s'il veut vous embêter, il peut vraiment vous embêter. Ok, Oui, et je pense que c'est un point important ce que dit Fabien, c'est que le salarié a pu donner son accord, entre guillemets, parce qu'il était salarié au sein de votre entreprise. Eh oui. Donc, il pensait que, parce que c'est un bon salarié, il pense que c'est tout à fait normal, voilà, entre guillemets, d'être l'image, d'être sur les chantiers, etc. Mais du jour au lendemain, pour différentes raisons, qui se passent très bien aussi, hein, mais il n'est plus au sein de l'entreprise. Bon, on peut concevoir qu'à un moment donné, voilà, il ne veut plus forcément que son image soit sur les photos de l'entreprise. Je pense que ce que vient de vous dire Fabien, à mon avis, est le mieux comme ça. On évite les soucis. Aujourd'hui, gérer une entreprise, c'est aussi, à mon avis, gérer les soucis et éviter les soucis, tout simplement. très bien. Merci pour. J'ai une autre question qui me Allez-y. vient. Je suis désolé, Non, non, mais mais c'est très bien. par rapport On est aux là pour anciens ça. salariés, merci. Donc les salariés qui sont partis en bon terme la plupart du temps, mais en fait ça peut arriver au mauvais terme. L'usage alors peut-être qu'on est dans l'illégalité, nous on continue à recevoir et à conserver sciemment les adresses email professionnelles de nos salariés. Parce qu'il y a des clients qui avaient contact avec cette personne-là et qui s'adressaient à nous par l'intermédiaire de ce salarié. Est-ce que c'est légal ou est-ce que dès que le salarié s'en va, son adresse email donc, où apparaît son initial ou son nom de famille doit être immédiatement stoppé, bloqué? Non, non, en fait, vous pouvez, alors ça aussi c'est à définir dans la charte informatique, hein. Vous pouvez très bien laisser perdurer pendant un certain temps, il faut qu'il y ait une limite quand même, hein. Il faut bien définir une limite. Pendant, je sais pas moi, pendant 3 mois par exemple ou 6 mois, l'adresse est active, c'est-à-dire qu'elle peut recevoir des mails, mais cette adresse ne peut plus stocker de mails, donc c'est plus une véritable adresse mail, c'est ce qu'on appelle un alias. Et le mail est automatiquement rerouté sur une autre adresse qui, elle, fonctionne. Ok, Par contre, ce que vous êtes obligé de faire, c'est d'interdire le fait qu'on puisse envoyer un mail avec cette adresse. Donc, d'accord. elle peut en recevoir, elle ne peut pas en émettre. Ça va. Voilà. Bon, Merci après, beaucoup. ça se fait, je dirais, de manière classique, hein, dans les entreprises. Ça pendant un certain temps, ben, l'adresse perdure parce que ben, il faut récupérer les contacts, quoi. Bien sûr. Mais dans tous les cas, ce qui est très très important, vraiment très important, c'est d'informer les salariés et de le faire en accord avec eux. Ok. Voilà, il faut pas être dans une situation où le salarié se dit, ouais, mais bon, moi on m'a pas informé, je suis pas d'accord, c'est quoi ce truc, voilà. Là après c'est très très compliqué, Très bien. Merci. Je n'ai plus de questions. hein. Ok. J'ai une question Oui, par rapport à la médecine du travail et la téléconsultation. oui, Donc ça, c'est une pratique qui s'est développée pendant le Covid oui. et qui continue à perdurer. Donc moi, j'ai la médecine du travail du Lot, par exemple, qui m'a demandé le numéro de téléphone d'un salarié et je pense qu'elle pourrait être amenée à me demander une adresse mail, peut-être, parce qu'en fonction de comment il s'organise. Donc j'ai appelé le salarié juste pour lui demander s'il me l'autorisait. Hmm. Est-ce que dans ce cadre-là, il faut que je mette en place un consentement par écrit ou pas? C'est pas à vous de le mettre. C'est à qui qu'il faut, c'est C'est la qui doit médecine le... du travail qui s'en occupe, hein. Eh bien, la médecine du travail, non, ils m'ont juste envoyé un mail en me disant, voilà, bonjour, on fait de la téléconsultation, il me faut le numéro de téléphone. Moi, je leur ai dit, ça ne marche pas comme ça reste une donnée personnelle, donc je me retourne vis-à-vis du salarié, voir s'il m'autorise cette procédure-là. Alors, c'est un peu compliqué parce que les choses bougent beaucoup là, donc, dans ce domaine-là. Mais en gros, si la médecine du travail vous demande les coordonnées d'un salarié,
Oui. Il n'y a aucune raison pour que vous lui refusiez. Parce que c'est la médecine du travail. D'accord. Voilà. Mais c'est dans le cadre strict de l'activité de médecine du travail. Et normalement, la médecine du travail doit vous fournir des éléments de pertinence. Ils ne doivent pas simplement vous dire bonjour, je voudrais le numéro de téléphone de monsieur machin qui est salarié chez vous. Ils doivent vous dire dans le cadre de telle démarche, sans rentrer dans les détails, puisqu'ils n'ont pas le droit de le faire. Dans le cadre de telle démarche, j'ai besoin de rentrer en contact avec monsieur machin et j'ai besoin de ses coordonnées téléphoniques. Là, normalement, vous devez de leur fournir. La médecine du travail, c'est quand même un institutionnel, hein, c'est quelqu'un qui représente l'État. Hein. Donc, c'est pas monsieur lambda, quoi. D'accord. Par contre, Ok. ce qui est très très important, c'est dans le sens inverse. Si jamais vous avez un salarié qui, comment dire, qui présente des choses un petit peu anormales ou voilà, ne demandez pas au salarié ce qu'il a, parce que vous n'avez pas le droit de le faire. Ah non, concernant le secret médical, moi, je Voilà. m'arrête à ce que le médecin du travail me dit. Il est apte, il n'est pas apte, il y a des restrictions. Je m'arrête Exactement. ici. Après, au-delà, je ne vais pas chercher quel est son problème. Par contre, vous pouvez Voilà. alerter la médecine du travail. Vous Oui, pouvez alerter la médecine du travail sur des anomalies que vous constatez. Ça, vous avez le tout à droit de le fait. faire. Voilà. Là, il n'y a pas de souci. Ok, donc concernant la consultation, la téléconsultation, voilà, c'est… A priori, vous Oui. il n'y a aucun problème pour pour fournir à la médecine du travail des informations. Ce qui est étrange, c'est que la médecine du travail ne les ait pas. Ah ben oui, mais écoutez, voilà. Parce que normalement, elle devrait les avoir. Et oui, on fait… ben, chaque médecine du travail a une pratique totalement différente. Alors, à Rodez, ils font une fiche. Dans le Lot, ils en font une autre. À Millau, il y en a une autre. Enfin, chacun a un peu sa pratique. Je ne sais pas quel est le retour des autres personnes à ce niveau-là. Mais Je c'est sais vrai que pas. chaque médecine a sa façon de fonctionner, puisqu'ils sont, c'est des associations indépendantes. C'est ça. Ouais, Ce sont alors, des c'est pas ma associations. spécialité, hein, donc Ce sont des associations. Donc, chacun peut avoir un régime et un mode de fonctionnement totalement différent. Ouais. Merci Bon. beaucoup. Je vois l'heure, Merci. il est 15h51. Donc, pour un webinaire d'une heure, on a fait à peu près presque une heure, presque 2 heures même. Non, presque 1 heure et demie, pardon. Ouais. Donc, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc, je dis ça parce que tout simplement, il se peut que la plateforme coupe et après, on pourra plus discuter. Est-ce qu'il y aurait vraiment une dernière question? On ne sait jamais, au cas où. Est-ce que tout le monde a pu poser ses questions? Donc, je voulais Oui, moi simplement… j'aurais une petite question rapide. Oui. Laetitia Conefa, je fais de la vente par Internet. Ah, En bas de mon site, donc je mets que j'utilise des cookies donc, pour le ouais, site. Et donc il y a une bannière, j'accepte. ouais. Mais est-ce que je suis obligée de mettre aussi le je refuse? La personne refuse en fait qu'on collecte ces données comme ça. Ou Ouais. est-ce que j'attends qu'il m'envoie un message en me disant je veux Ah que non. vous… Non. Alors les cookies, Pourquoi… c'est en train d'évoluer là, hein. C'est un point particulier, les cookies. Il va y avoir une loi spécifique pour les cookies. Donc vous voyez que c'est D'accord. compliqué quand même. Par contre, voilà l'état de l'art aujourd'hui. Ce que demande le RGPD, parce que là on est dans le cadre du Oui. RGPD, ce que demande Oui. le RGPD, c'est soit vous avez un site qui amène des fonctionnalités techniquement particulières qui imposent l'utilisation de cookies. Ça m'étonnerait que ce soit votre cas, parce que c'est Non, rare. on avait mis ça parce que voilà, on se disait Ah pour pas ouais. que les gens après… Dans les autres cas, vous n'avez absolument pas le droit d'imposer l'utilisation de cookies à l'internaute. D'accord. Donc, s'il ne veut pas les cookies, il faut qu'il puisse dire non, je ne veux pas les cookies. D'accord. Ouais, c'est le Et fameux si, bandeau. voilà, et s'il veut Voilà. certains cookies et pas d'autres, à ce moment-là, il faut lui donner la possibilité de choisir les cookies qu'il veut. D'accord. Il Voilà. faut être, comme vient de dire Fabien, il faut être très explicite sur chacun des Ouais. critères de vos cookies, puisqu'il y a des cookies techniques, il y a des cookies un peu style marketing, de personnalisation, etc. Voilà, Et après un c'est pour autre… Facebook, surtout pour savoir en fait voilà, qui vient sur le site, les âges, tout ça à peu près. Ben, Voilà. il faut Et indiquer ensuite, pourquoi. Il faut D'accord. donner les et un point, finalités.
Et un point très important, faites attention à la durée des cookies. Sur certains sites, on voit des cookies permanents, c'est C'est interdit. interdit. C'est interdit, interdit. D'accord. Il y a des durées de cookies. Et je me suis aperçu en faisant des audits de sites web que certains prestataires informatiques qui ont conçu des sites ne les connaissent pas. Entre guillemets, voilà. Donc, c'est des petites erreurs. Hein. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas pros, ce n'est pas du tout ça. Sauf qu'eux-mêmes ne connaissent pas parce que c'est du RGPD, c'est du droit, etc. Et eux sont plus dans la technique. Donc, faites très attention à ça parce que vous seriez aussi responsable si vous avez des cookies permanents ou même des cookies qui sont au-delà de la fameuse durée légale des cookies. Faites attention. Est-ce que tout c'est bon, puisque je pense que là, ça fait 1h30, donc on pourrait être coupé à tout moment. Donc, je tenais à vous remercier les uns et les autres pour assister donc, à ce premier webinaire. Merci à toi, Fabien. Mais de rien, j'espère que ça a été profitable pour tout le monde. Merci à toi pour ce point précis sur l'RGPD qui, à mon avis, est quelque chose de très important, puisque comme je le signalais en introduction, je pense qu'il y a un vrai travail de fond à faire pour l'ensemble de nos entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, et qu'elles soient dans toutes les typologies de secteurs, commerce, tourisme et industrie. Donc, je pense que vraiment, ayez une réflexion là-dessus, prenez contact avec les personnes. Vous avez une personne là qui vous a fait ce webinaire. Et puis ensuite, je vous dirais tout simplement demain à 14 h, et dès qu'on est sur réfléchir son site internet avant de le créer, avec Nathalie Joulier-Morand. Vendredi, on est sur la cybersécurité pour de la PME. Matin, donc ça c'est vendredi matin de 10 h à 10h45, et puis l'après-midi de 14 h à 14h45, intégrer l'inbound marketing ou comment attirer l'internaute sur son site. Vous voyez, là on a aussi des choses très précises. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire tout simplement, et ensuite on vous renverra les liens pour pouvoir qu'on puisse discuter ensemble sur les différents webinaires. Merci à tous et à toutes. Merci à toi Fabien, et puis je vous dirai à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.